Bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation, pour m'inclure dans ce cadre de chercheur extraordinaire. Je m'excuse un peu pour les Français si ça ne va pas trop bien. Il y a presque 10 ans que je ne parle pas français. Et comme ça, je pense que ça va revenir un peu. C'est un peu organisé en français. Mais si je me trompe un peu, je m'excuse d'abord. Et remercier aussi pour être ici au Canada. C'est la première fois que je viens ici. Et je connais un 150 des pays. Et je ne suis jamais venu ici. Il y a 20 ans que j'essaye de venir au Canada. Et toutes les fois, quelque chose se passe. Et, par exemple, la pandémie. J'avais des billets d'avion, des hôtels réservés et tout. Et ça n'est pas passé. Enfin, je suis là. Je suis content. Je viens d'arriver. Et je suis content d'être là dans la partie québécoise. Parce que quand j'apprenais le français, j'étais un grand fan de Javier Dolan. Et j'étais un peu attiré par l'accent et pour toute la culture, et spécifiquement du Québec. Bon, voilà. Je voudrais commencer par quelques images sur la répression policière dans des espaces publics fréquentés par des personnes LGBTI+. On connaît bien ces répressions-là aux États-Unis, aux bars et zones gays comme Stonewall, mais on connaît très peu ce qui se passe un peu d'autre part au monde. Et comme ça, je voulais montrer un peu au Brésil. Les descentes de police ont eu lieu principalement pendant la période de la dictature militaire, entre les années 60 et 80. Les buts de la police était clair, nettoyer où se trouvaient les pervers, les vagabonds, les dangereux. Et cela voulait dire fondamentalement les homosexuels, les travestis principalement, les prostituées. Et parfois, ça s'était un peu mélangé dans quelques espaces. Là, on voit aussi des photos qui montrent des homosexuels arrêtés par la police de São Paulo en 1969 et 1970, un article du journal de 1980 qui dénonçait les plans communs de la police contre les travestis. Je ne sais pas si c'est un mot qui s'est utilisé en français souvent, mais au Brésil, c'est très important parce qu'on essaie de distinguer les transsexuels et les travestis. C'est une question très politique pour eux. Et c'était normalement les femmes transsexuelles qui s'intitulaient des travestis ne voulaient pas d'être appelées femmes trans ou quelque chose comme ça. Il y a aussi la couverture du journal Au Corpo, Les Corps, de 83, qui posait la question: et la police va-t-elle laisser les homos en paix? Je ne sais pas si c'est la meilleure traduction. Biche, peut-être PD, mais je pense que c'est PD en français, c'est plus péjoratif que homo, n'est-ce pas? Et biche, c'est un mot plus moins péjoratif, je pense, en portugais. Et bon, voilà. Quel d'autre? Aussi, ici à Montréal, lors d'une recherche rapide que j'ai faite récemment, j'ai trouvé des informations sur les descentes de police dans les bars et des zones gays dans les années 70, avec de nombreuses arrestations et poursuites judiciaires. En 1975, 36 homosexuels ont été arrêtés dans les zones Aquarius. En 1976, il y a eu 89 arrestations au sauna Neptune. En 1977, 220 homosexuels ont été arrêtés par la police au bar Trux. Ce qui m'a impressionné le plus au cas du bar Trux, c'est que 5 ans plus tard, 143 personnes qui ont été arrêtées étaient encore accusées de crimes de grossière indécence. Et c'est pour ça les manifs qu'on voit là-bas. Mais ce ne sont pas seulement de vieilles nouvelles. À Dallas, aux États-Unis, en 2010, une descente de police dans un sauna gay des clubs Dallas a arrêté 11 personnes. À Jakarta, en Indonésie, en 2017, la police a arrêté 141 hommes dans un sex party, dans un sauna gay. Voilà. Oui, c'est ça. Et
Euh, Ce que j'ai l'intention de discuter ici aujourd'hui, c'est la relation entre les droits et le sexe homosexuel. Plus précisément, des conditions de liberté sexuelle et du cœur qui sont produites par des instruments juridiques. Je veux démontrer la relation étroite qui existe entre l'interdiction de la sodomie, la discrimination homophobe et les obstacles quotidiens pour des soins de santé des personnes LGBTI+. Trois questions principales s'y posent. La première, est-ce que les droits créent-ils des conditions du sexe homosexuel? La réponse, je peux dire, pardon, je vais dire, est oui. Les droits créent des conditions importantes du sexe homosexuel. Cela est mon argument préliminaire du départ. Je me parle tout de suite. La deuxième question, quelles sont les conditions juridiques et spécifiques pour promouvoir les libertés sexuelles et du cœur des personnes LGBTI+. J'identifie trois conditions. Ensuite, je les explique. Et finalement, quelle est la portée effective des instruments juridiques LGBTI+, dans le cadre d'un droit encore hétéronormatif. Pour répondre à ces questions-là, ma présentation est organisée en trois moments. Je commence en parlant, à titre d'introduction, de la réglementation juridique du sexe. Ensuite, je passe au cœur de l'exposition, les droits, les trois conditions pour les libertés et le cœur LGBTI+, sont trois. La première condition, c'est la décriminalisation du sexe homosexuel. La deuxième, c'est l'interdiction légale de la discrimination homophobe. Là, quand je dis homophobe, je pense tout ensemble. En portugais, on dit plutôt aujourd'hui discrimination LGBT-phobique. Mais je ne sais pas comment dire ça en français. Si on dit ça en français, pour ça, si je dis homophobe, je pense tous ensemble. La discrimination transphobe et tout qui vient ensemble. Quel d'autre la troisième condition, la promotion des politiques de santé dirigées et spécifiquement au sexe homosexuel. Pour conclure, je discute très rapidement, et ça sera très rapidement, les limites des droits LGBT face à la hétéronormativité. Pour commencer, il est très important de préciser que les droits réglementent le sexe. Cela signifie que les lois réglementent les pratiques sexuelles, les conditions de possibilité de pratiques sexuelles et de sexualité, les espaces où le sexe peut avoir lieu, les individus qui peuvent avoir des rapports sexuels et toutes les exigences pour les avoir légitimement dans le cadre de la loi. Cela signifie également que la loi accorde une valeur aux pratiques sexuelles et des conséquences institutionnelles pour elles. Certaines pratiques sexuelles sont valorisées et protégées, d'autres sont dévalorisées et par conséquent interdites ou laissées sans protection contre la violence sociale ou institutionnelle. Il est très important de noter que la réglementation juridique a un effet productif sur le sexe. Il ne s'agit pas seulement d'interdire ou d'autoriser, mais aussi d'attribuer des sons et de la valeur aux désirs et aux pratiques érotiques, de créer les conditions de ce que l'on peut désirer ou réaliser sexuellement, d'établir des hiérarchies sexuelles, d'un côté les pratiques sexuelles dignes de protection et du cœur, de l'autre des pratiques indignes. Les droits régulent et produisent le sexe non seulement à travers des normes juridiques, mais aussi à travers des discours juridiques. Le sexe est réglementé par les lois parlementaires, par les normes établies par les organes de l'État et par les décisions des tribunaux. Mais le sexe est également réglé par les discours judiciaires et des doctrines juridiques. Ceux-ci produisent des significations, des typologies et des paramètres interprétatifs en fournissant
un cadre normatif et axiologique des pratiques sexuelles. Nul besoin d'être juriste pour savoir que les rapports hétérosexuels entre des adultes pratiqués en privé sont valorisés et protégés, et que les relations homosexuelles, la promiscuité, les rapports sexuels avec des multiples partenaires sont légalement dévalorisés et en général privés de protection et du care institutionnel. Cela dit, pour avancer sur le deuxième problème posé, quelles sont les conditions juridiques pour promouvoir les libertés sexuelles et du care des personnes LGBTI+, la première condition est assurément la dépénalisation de la sodomie ou du sexe homosexuel. Au Brésil, les rapports homosexuels ont cessé de constituer un crime puni par la loi en 1830. Il y a presque 200 ans. C'est vraiment précoce quand on compare avec d'autres pays. Jusque-là, il était en vigueur une législation portugaise de la période coloniale interdisant la sodomie, c'est loi appelée ordonnance philippine, et elle établissait que, je la cite, toute personne, quel que soit son âge, qui commet la péché de sodomie par quelques mois que ce soit, sera brûlée et réduite en poussière par le feu. Cependant, dans le code criminel brésilien de 1830, c'est là, que l'actuel code pénal de 1940 ont cessé de définir des relations sexuelles entre hommes comme une infraction pénale. Ce sont des mots difficiles de prononcer en français pour nous. La seule exception a été le Code criminel militaire brésilien de 1967 qui a introduit les crimes de pédérastie, punissant les actes homosexuels libidineux réalisés dans les lieux sujets à l'administration militaire. En revanche, la Cour suprême brésilienne a décidé en 2016 que la définition du crime était inconstitutionnelle en déterminant que la loi brésilienne n'autorise pas la discrimination entre des actes libidineux homosexuels et hétérosexuels, ni l'utilisation d'expressions péjoratives telles que la pédérastie. Ce que je considère comme le plus important dans cette décision, c'est l'affirmation expresse du droit à la liberté d'orientation sexuelle dans une norme juridique, en tant que liberté existentielle de l'individu. L'argument exact utilisé par la Cour dans la décision était le suivant, je cite, « La loi ne peut pas être autorisée à utiliser des expressions péjoratives et discriminatoires compte tenu de la reconnaissance du droit à la liberté d'orientation sexuelle comme une liberté existentielle de l'individu. » Il est important de souligner que, comparativement, le droit brésilien est assez précoce dans la décriminalisation légale du sexe gay. Au Canada, jusqu'en 1969, la sodomie constituait d'infraction pénale. En 1969, une réforme du Code criminel du Canada a décriminalisé des relations sexuelles anales réalisées en privé entre hommes de plus de 21 ans. En 1988, l'âge minimum a été modifié à 18 ans. Ce n'est qu'en 2019 que le crime de la sodomie a été définitivement abrogé au Canada. Ça m'a beaucoup étonné. Mais ce n'est pas seul au Canada. Jusqu'en 1988, les actes tels que flirter, embrasser, toucher, câliner ou danser entre deux hommes pouvaient être classés comme des actes de grossière indécence. C'est pour ça que les gens ont été arrêtés et poursuivis judiciairement au Bar Trucs
en 1977 jusqu'à 1982. Quel d'autre? À ce jour, les codes criminels du Canada prévoient les crimes des actes indécents. La grossière indécence n'existe plus, mais il y en a ça qui se dirigent également à certains actes homosexuels ou hétérosexuels pratiqués en public, mais qui peuvent facilement être utilisés pour répresser spécifiquement la homosexualité. J'explique un peu en avançant. Aux États-Unis, jusqu'en 2003, plusieurs lois qui criminalisaient la sodomie étaient encore en vigueur. 2003. Ça m'étonne aussi. C'est the land of freedom, the land of individual freedom. Et la moitié des États aux États-Unis avaient des lois qui criminalisaient expressément la sodomie. Elles ont été annulées grâce à une décision de la Cour suprême américaine qui les a déclarées inconstitutionnelles. Je tiens à souligner que la décriminalisation des relations homosexuelles est une condition fondamentale pour la liberté sexuelle et pour les cas LGBTI+. Mais ce n'est que la première étape. Historiquement, la décriminalisation n'a pas mis fin à la persécution institutionnelle contre des homosexuels. Ce que nous constatons dans différents pays, c'est une intensification des harcèlements policiers fondés sur d'autres crimes sexuels. On abroge la sodomie spécifiquement, mais on commence à criminaliser les homosexuels pour d'autres crimes. Au Brésil, par exemple, les homosexuels, c'est ça, ont continué d'être intimidés, pour parler d'intimidation homophobe, menacés et arrêtés par la police sur l'accusation d'avoir commis du crime des actes obscènes. Ça correspond un peu à ce qu'ici au Canada, c'est crime d'acte d'indécence. Ou les délits pénals de vagabondage. Selon les codes criminels brésiliens, il est prévu peine de 3 mois à 1 an pour, je cite, parce que c'est très intéressant ça, accomplir un acte obscène dans un lieu public, ouvert ou exposé au public. Et c'est ça les crimes. C'est un type criminel très ouvert, qui permet des interprétations plus ou moins rigoureuses, plus ou moins homophobes. Il s'agit d'un crime commis selon le code pénal contre la moralité publique, la pudeur et des bonnes mœurs collectives. En général, les actes obscènes comprennent l'exposition manifeste des organes sexuels en public, les gestes ou conduites à caractère sexuel. Mais c'est quoi conduite à caractère sexuel exactement? La masturbation ou les relations sexuelles dans les endroits publics. Même les baisers ou les caresses lascifs peuvent être classés comme des actes obscènes au Brésil. Il faut voir que, dans un contexte homophobe, les baisers et les caresses homosexuelles peuvent facilement être aperçus comme des actes ontologiquement lascifs. Dans la ville de Belo Horizonte, où je vis, en 2013, un juge a déclaré que les comportements consistant en des baisers lascifs dans un lieu public, en lieu ouvert au public, constituent, en théorie, un crime d'acte obscène au sens du code pénal, donnant lieu à une immédiate répression. Il s'agit d'une décision qui impliquait 2 homosexuels qui s'embrassaient dans un centre commercial. L'embrassement en question n'a pas été considéré comme obscène par les juges. Cependant, la simple possibilité de qualifier les baisers lascifs comme crime réprimé par la loi place une menace imminente sur des personnes LGBTI+. Il s'agit d'un juge qui certainement pas jamais allé au carnaval
à Belo Horizonte ou aux grandes villes brésiliennes, qui n'a pas été au bar et soirées fréquentées par les LGBTI+. Ça, c'est les photos les moins piquantes que j'ai pu trouver. Je jure. Et j'étais un peu préoccupé si ça choquerait les gens. Mais c'est ça le carnaval au Brésil. Et c'est partout dans les grandes villes. Et il y a des fêtes sexuelles aussi. Là, j'ai mis les photos un peu cachées. Je suis où là? Si l'interprétation des juges de l'acte obscène est prise en sérieux, il faudrait envoyer la moitié du public du carnaval aux soirées LGBT au commissariat de police. En outre, les crimes d'actes obscènes produisent une insécurité juridique et spécifiquement contre les homosexuels. Après tout, qu'est-ce qu'un acte obscène? Les actes lascifs pratiqués pour des homosexuels dans les saunas gays, cruising bars, dark rooms, sex parties, sont-ils interdits ou autorisés par les droits? Comme juriste, moi, je ne sais pas. Quelle moralité sera prise en considération par les policiers et les juges? La moralité publique, la moralité du public LGBT qui fréquente ces endroits, ou la moralité publique hétérosexuelle? Sur la diapositive, vous pouvez voir des travestis arrêtés, fichés par la police de São Paulo dans les années 70. Les premiers journaux dirigés aux LGBT au Brésil, Lampião da Esquina, qui dénonçait l'instrumentalisation malveillante par la police des crimes sexuels, et l'ouvre du juriste brésilien, mon ami, collègue Renan Quinalha, sur la répression des LGBT pendant la dictature au Brésil. Il est très important de rappeler que pendant la dictature, et encore un peu aujourd'hui, il y avait une forte répression policière au lieu populaire auprès des personnes LGBT. Les homosexuels et les travestis, spécialement les transsexuels, étaient fréquemment appréhendés par la police comme suspects de vagabondage ou actes obscènes. Même si les processus judiciaires ne se passaient pas, la seule envoi au commissariat de police, c'était déjà un embarras pour les LGBT en général. Pour toutes ces raisons, la dépénalisation des relations homosexuelles ne suffit pas pour garantir des conditions de liberté sexuelle et du cœur LGBTI+. Il est extrêmement important d'établir aussi des interdictions explicites. Je regarde juste si j'ai... Combien de temps j'ai là? En fait, j'ai oublié de commencer à compter le temps. J'espère que quelqu'un l'a fait. Ok, ça va. Pour toutes ces raisons, c'est important d'établir aussi des interdictions explicites contre la discrimination fondée sur l'homosexualité ou la transsexualité. Pourtant, la deuxième condition pour produire des libertés sexuelles et du cœur LGBTI+, est l'interdiction de la discrimination contre la homosexualité. Il faut noter qu'il n'est pas interdit la discrimination produite des situations de désavantages sociaux et institutionnels pour les personnes LGBT. En effet, ce sont des paramètres homophobes et hétéronormatifs qui, partout, ont guidé jusqu'à présent les actions des agents de l'État. La simple décriminalisation des relations homosexuelles n'aboutit pas à une égalisation immédiate entre les sexes homosexuels et les sexes hétérosexuels. D'où l'importance d'interdire explicitement. Le Brésil constitue un cas très intéressant en matière de lois antidiscriminatoires. Alors même que le pays soit connu pour des données alarmantes sur la violence homophobe, et notamment sur les meurtres des travestis transsexuels,
on a assisté au cours des 2 dernières décennies à une prolifération impressionnante des normes juridiques antidiscriminatoires. Oups, c'est pas ça encore. Bon, je sais pas. Où je suis. C'est ça. Bon, c'est ça. Avant, le Brésil compte 27 États, ce sont ceux-là. Les États qui sont en vert sont des États qui disposent des lois étatiques, state laws, qui interdisent explicitement la discrimination fondée sur la sexualité ou l'identité des genres. Les États qui sont en jaunes sont les États qui n'ont pas des lois antidiscriminatoires et spécifiques pour les LGBTI+, mais dont les capitales ont des lois contre la discrimination homophobe et transphobe. Et le seul État qui n'a pas loi antidiscriminatoire ni la capitale, c'est Roraima, qui est en gris sur la carte. Ça veut dire que, prise en compte des données du recensement de 2022, la population combinée des États et capitales sur la carte, qui ont des lois contre la discrimination homophobe, équivaut à 171 millions de personnes sur une population totale de 203 millions de personnes. Ça veut dire que 84% de la population brésilienne vit sous la protection des lois étatiques ou municipales qui interdisent expressément la discrimination contre les personnes LGBTI+. Ça, c'est étonnant. Et c'est encore très inconnu, même au Brésil. Bon, qu'interdisent exactement ces lois antidiscriminatoires? Les règles de chacune, ce sont plusieurs lois, il faut dire. Et il faut dire aussi qu'il n'y a pas une loi fédérale contre la discrimination, pour l'homophobie ou la transphobie. Mais ces lois étatiques et municipales, elles varient, mais en général, elles interdisent les actes suivants: intimider, humilier, agresser physiquement, empêcher ou entraver l'accès ou la permanence dans des espaces publics ouverts au public, refuser des soins ou des services, comme des services médicaux ou des services de n'importe quoi. En fait, c'est là, spécifiquement, refuser, entraver ou négliger des soins médicaux, refuser ou entraver la location ou l'acquisition d'un bien, comme un appartement, par exemple, inhiber ou interdire la libre expression publique d'affection, et en guise de punition, elle établit l'imposition d'amende, la suspension ou la révocation du permis d'exploitation d'établissement, l'interdiction de contracter avec l'État ou la municipalité. L'interdiction d'accéder au crédit ou aux bénéfices fiscaux, les licenciements des fonctionnaires publics. Mais je n'ai jamais vu ça en train d'être utilisé. En outre, il faut souligner que la Cour suprême du Brésil, dans une décision de 2019, a déclaré le Congrès national du Brésil en défaut pour ne pas avoir approuvé une loi fédérale punissant la discrimination fondée sur la sexualité et l'identité de genre. Pour la Cour suprême brésilienne, le Congrès national a violé la règle constitutionnelle qui établit que la loi doit punir toute discrimination portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Face à cette omission, la Cour suprême a déterminé l'application de la loi du racisme, qui est une loi de 1989, pour les cas de discrimination homophobe et transphobe.
Ainsi, au Brésil, depuis 2019, l'homophobie, la transphobie constituent de l'infraction pénale punie par la loi fédérale aussi. Que signifie exactement commettre des crimes d'homophobie et de transphobie au Brésil? Cela veut dire qu'il est interdit, en raison de l'homosexualité ou de la transsexualité, d'une personne offenser sa dignité, d'empêcher son accès à une fonction publique ou la promotion fonctionnelle, de le refuser de l'emploi dans une entreprise privée ou de l'empêcher l'avancement professionnel, de les traiter différemment dans les lieux de travail ou de les payer un salaire inférieur, de l'empêcher de l'accès aux lignées de services dans des établissements commerciaux, restaurants, bars, lieux de divertissement, hôtels, transports publics. L'empêcher les mariages, ça à mon avis c'est très important. Le mariage a été reconnu au Brésil avant, mais de toute façon c'est bien d'être là aussi dans une loi comme ça. Ou la coexistence familiale et sociale. Et finalement, d'inciter à la discrimination. Il y a beaucoup de politiques d'extrême droite au Brésil aujourd'hui qui est en train d'être poursuivies judiciairement à cause de l'incitation de la discrimination homophobe et transphobe. Et les sanctions vont de 1 an à 5 ans de prison. La question qu'il faut poser ici est, quelle est la relation entre les lois interdisant la discrimination homophobe et le sexe homosexuel spécifiquement? Il s'agit d'un rapport fondamental qui rétablit radicalement les conditions de liberté et de soins sexuels. Le premier effet, ou l'effet immédiat de ces normes, est l'interdiction de la discrimination fondée sur la sexualité ou l'identité de genre. Et il faut noter que ces normes ne s'imposent pas seulement aux citoyens ordinaires, mais aussi aux policiers, aux juges, aux médecins, aux infirmières, aux agents de l'État et aux fournisseurs de services privés. Le deuxième effet consiste dans l'imposition légale d'un paramètre interprétatif égalitaire du sexe homosexuel pour les agents publics. Cela veut dire que c'est interdit aux agents d'État d'attribuer une valeur démoralisante ou des conséquences désavantageuses au sexe homosexuel. Le troisième effet, c'est la légitimation juridique des rapports homosexuels. Les lois contre la discrimination homophobe s'ajoutent à la dépénalisation de la sodomie pour fournir un cadre légal plus complet de la légitimation juridique du sexe gay. Le mariage homosexuel lui-même constitue une norme antidiscriminatoire qui fournit un type d'autorisation institutionnelle des relations et des affections homosexuelles. Il y a des critiques queer qui ne sont pas vraiment pour ça, mais bon, je discute ça dans un autre moment, pas aujourd'hui. Finalement, le quatrième effet, c'est le renforcement des instruments juridiques de revendication du droit au care adapté aux spécificités du sexe homosexuel. Les lois antidiscriminatoires produisent une force importante contre les interdictions et les intimidations qui empêchaient les personnes LGBTI+, de recourir aux soins de santé ou qui empêchaient des services médicaux de développer des politiques ou protocoles de care spécifiquement pour les homosexuels. Et là, finalement, la troisième condition pour produire des libertés sexuelles et du care pour des personnes LGBTI+, est la promotion des politiques de santé spécifiquement destinées au sexe homosexuel. Le Brésil est, à mon avis, un modèle en termes de normes et de politiques de santé LGBTI+. L'efficace, c'est une autre chose. Mais il existe
nombreux problèmes d'efficacité et accès. Je peux parler, je n'ai pas beaucoup de temps pour parler de ça, mais je peux parler quelque chose à la fin. Mais tout d'abord, il est convient de préciser que le Brésil dispose d'un système de santé publique avec un accès universel et gratuit, appelé Système Unifié de Santé, Système Único de Saúde. Je vais dire, on dit en portugais SUS, S-U-S, on dit SUS en portugais. En français, on va dire SU, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça. C'est l'un des plus grands systèmes de santé publique au monde. Il offre tout, des soins de base aux procédures très complexes. Il est accessible à tous les citoyens et étrangers résidant au Brésil. Bon, mais dans la pratique, quelqu'un qui se présente dans un hôpital d'urgence au Brésil va être traité gratuitement. Parce que ce n'est pas possible de contrôler, c'est tout gratuit, il n'a pas de charge pour aucun traitement ou médicament. En ce qui concerne spécifiquement les normes destinées à la population LGBTI+, je voudrais en souligner certaines qui ont un impact direct sur les libertés et les soins sexuels. La loi de 1996 qui établit la fourniture gratuite des antirétroviraux aux personnes vivant avec les VIH, SIDA. L'instruction de 2011 du ministère de la Santé qui établit la politique nationale de santé intégrée LGBT. La loi de 2014 qui criminalise la discrimination à l'égard des personnes séropositives. Et la directive technique PrEP-VIH de 2017 qui a introduit dans le système de santé public brésilien la prophylaxie pré-exposition au VIH comme stratégie de prévention supplémentaire. Je veux souligner la politique nationale de santé intégrale LGBT, dont les objectifs généraux sont promouvoir la santé intégrale de la population LGBT. Je dis LGBT là parce que c'est comme c'est dans les documents officiels. Et même j'ai un peu de doute parce que ça augmente tout le temps, et même dans les matériaux qu'on a, dans les projets qu'on fait au Brésil, parfois on utilise LGBT+, LGBTI+, et parfois on recule, parfois on avance. Dans ça, c'est une discussion énorme dans les groupes enfants. Et éliminer la discrimination et les préjugés institutionnels. Les objectifs spécifiques sont un rêve pour les soins LGBT. Je cite en détail quelques-uns. Élargir l'accès de la population LGBT aux services de santé du SUS, des services unifiés de santé, en garantissant le respect des personnes, la fourniture de services de santé de qualité et la résolution de leurs demandes et besoins, qualifier les réseaux de services SUS pour des soins de santé complets et une attention particulière à la population LGBT, qualifier les informations de santé concernant la collecte, le traitement et l'analyse des données spécifiques sur la santé de la population LGBT, garantir l'accès au processus de transsexualisation dans le réseau SUS, promouvoir des initiatives visant à réduire les risques et à prêter attention aux problèmes découlant de l'utilisation prolongée d'hormones féminines et mâles chez les travestis et les transsexuels. Vous voyez qu'au Brésil, on dit toujours les deux termes, parce que c'est politiquement des choses spécifiques pour nous. Minimiser les dommages à la santé de la population LGBT en ce qui concerne l'usage excessif des médicaments, des drogues et des produits pharmaceutiques, en particulier pour les travestis transsexuels. Offrir une prise en charge complète dans les réseaux de services SUS pour la population LGBT en matière de maladies sexuellement transmissibles, notamment en ce qui concerne les VIH, les SIDA, l'hépatite virale. C'est énorme, mais juste pour finir, prévenir de nouveaux cas de cancer gynécologique chez les lesbiennes et les femmes bisexuelles et élargir l'accès des traitements qualifiés, prévenir de nouveaux cas de cancer de prostate chez les gays, les hommes bisexuels, les travestis et les transsexuels et élargir l'accès au traitement,
garantir les droits sexuels et reproductifs de la population LGBT dans le cadre du SUS, promouvoir le respect de la population LGBT dans tous les services du SUS, et finalement réduire les problèmes liés à la santé mentale, à la toxicomanie, l'alcoolisme et à la dépression et au suicide chez les LGBT. Et inclure des actions éducatives dans les routines des services de santé visant à promouvoir l'estime de soi parmi les LGBT et à éliminer les préjugés fondés sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre, etc. Enfin, c'est un règlement très détaillé, c'est beaucoup plus large que ça. J'ai juste pris quelques parties que je trouvais très intéressantes. Et très avancé en ce qui concerne la santé LGBT, c'est un document légal, c'est une norme légale qui s'applique à tous les systèmes, c'est de 2011. Et il convient aussi de rappeler que le Brésil a été le premier pays... Oups, c'est pas ça. Oui, voilà. C'était le premier pays à briser les brevets sur les médicaments anti-VIH. En 2001, on commençait à fabriquer et importer des médicaments génériques des antirétroviraux. Cette politique permet et a permis encore aujourd'hui que les médicaments contre le VIH et la PrEP soient accessibles gratuitement dans tous les systèmes de santé publique et en plus, ils sont disponibles à un coût très bas dans les systèmes de pharmacie privées. La PrEP, par exemple, au Brésil, on peut acheter dans une pharmacie privée pour $40. Ici, au Canada, j'ai fait une recherche rapide, c'est au moins $300. Aux États-Unis, ça peut arriver à $1,000 américains. Parce que les plans de santé là-bas, ils vont rembourser les gens qui achètent ce type de choses. Et ça fait que ceux qui n'ont pas les plans de l'assurance santé ne vont pas avoir accès à ça. Enfin, ces types de politiques produisent des conditions favorables au cœur homosexuel. On peut dire qu'avant, le sexe homosexuel était légalement constitué sous les coups de l'interdiction pénale, de la discrimination et de la négligence institutionnelle. Aujourd'hui, on peut affirmer que le sexe homosexuel bénéficie d'un meilleur état de protection juridique. Mais ce n'est pas le paradis. Il y a un problème de portée effective des droits antidiscriminatoires et des droits de santé LGBTI au Brésil. Dans un pays avec un très haut niveau d'inégalité économique, les droits ne sont pas accessibles à tous, spécialement pas les droits sexuels. La politique nationale de santé LGBT de rêve, c'est encore cela pour beaucoup, un rêve. On a des ressources publiques disponibles pour accéder ou invoquer des droits et soins sexuels qui est dans les grandes villes et capitales des États brésiliens. Mais c'est un grand pays, comme vous avez vu dans la carte. Même dans les grandes villes, la vulnérabilité économique et l'homophobie de l'entour social constituent encore des obstacles parfois insurmontables pour beaucoup des LGBTI+, pour accéder à ces services. Pour terminer, il faut dire que les problèmes n'est pas seulement des manques d'accès ou des mauvaises applications des droits LGBTI+. Les droits sexuels des personnes LGBTI+, sont encore limités et menacés par les cadres hétéronormatifs plus larges qui traversent les pratiques sociales de manière générale, mais aussi les pratiques juridiques de manière spécifique. L'effet le plus évident de l'hétéronormativité est l'homophobie, les violences, l'intimidation. L'effet le moins visible de l'hétéronormativité est la méconnaissance. La méconnaissance des expériences et questions qui sont spécifiques aux personnes LGBTI+.
la méconnaissance sur les droits LGBTI+. Au Brésil, la plupart des gens méconnaissent les droits contre la discrimination homophobe. Il est difficile de trouver dans les enquêtes de police, les décisions de justice et même dans les pétitions juridiques des avocats l'invocation des sanctions prévues par ces lois. Il faut encore analyser les impacts de la criminalisation de l'homophobie par la Cour suprême en 2019 dans les pratiques judiciaires et policières. Et c'est l'un de mes objets de recherche maintenant, mais encore à vérifier. Peut-être la prochaine fois, je peux parler un peu de ça. Mais pour conclure, je suis convaincu, comme juriste, que la décriminalisation du sexe homosexuel, les lois contre la discrimination homophobe et les politiques de santé LGBTI+, sont des conditions fondamentales pour qu'on puisse résister plus fortement à la hétéronormativité. Elles nous munissent des instruments institutionnels puissants des libertés sexuelles et du cœur LGBTI+. Il faut juste ne pas oublier que rien n'est gagné quand il s'agit de droits sexuels LGBTI+. Pour cela, je termine en hommage à ceux qui ont lutté pour la liberté qu'on a aujourd'hui. En portugais, on dit pour remercier obrigado, qui vient de l'expression je suis obligé. Et je me sens ici obligé à vous pour m'écouter, mais je me sens spécialement obligé aux homosexuels et transsexuels brésiliens qui ont produit des conditions de mes libertés sexuelles et des conditions pour que je puisse parler et comme chercher, comme un prof d'un fac de droit, étudier et parler de ça. Merci, obrigado.